Depuis 7 ans, la GT Academy a fait voyager les meilleurs joueurs tout autour de la planète pour les transformer en véritables pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel à la réalité, s'engageant dans des épreuves aux quatre coins de la planète, montant sur les podiums des courses les plus prestigieuses qui soient. Il y a eu des erreurs, des sorties de route, des défaillances. Pour chaque podium, il y a eu aussi des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas atteint le Graal. Et cette année, pour être certain de leur réussite, la GT Academy retourne aux sources. Romain Sarrazin s'est imposé parmi les 100 000 joueurs venus tenter leur chance à la GT Academy pour tenter de devenir pilote de course professionnelle. Il a intégré le programme de développement des pilotes et parmi les points délicats que doit gérer la GT Academy, il y a la gestion du risque auquel tout pilote est exposé, y compris ceux qui font partie de ce programme de développement. Dès le départ, on sait que la course, c'est dangereux, c'est un sport à risque. Les sports mécaniques peuvent être dangereux et malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la vie en pratiquant ce sport magnifique. Les choses peuvent mal tourner très rapidement car les vitesses sont toujours élevées. C'est ce qui m'inquiète dès que je les vois quitter la voie des stands. Savoir qu'ils vont avoir un accident ou non, on les informe dans un programme très intense. Mais on sait qu'on est à l'abri de rien. Les vainqueurs de la GT Academy ont généralement peu ou pas du tout d'expérience des véritables courses. Ils n'ont comme référence que ce qu'ils ont connu au centre d'entraînement ou durant leurs expériences virtuelles. On s'est vite rendu compte que dans la vraie vie, ils n'ont pas la possibilité de presser sur un bouton pour recommencer comme dans les jeux. Les pilotes du programme de développement voient des accidents et sont parfois impliqués eux-mêmes. Quand vous montez dans une voiture, il faut prendre conscience que si vous dépassez les limites, vous vous exposez potentiellement à de gros risques. Ils doivent développer une sorte de sixième sens concernant ce qu'il se passe autour d'eux. Et c'est peut-être ce dont ils ne disposent pas à la base parce qu'ils n'ont pas fait 15 ans de karting avant. Ces garçons viennent des jeux sur ordinateur et d'un seul coup, ils passent à la course sur le virtuel. En avançant dans le programme, on roule avec des voitures très rapides et donc le risque augmente. Je crois qu'on est aussi mieux préparé et concentré sur notre travail. Une fois sortis du programme de développement, ils vont rouler dans l'univers des courses d'endurance et ils sont suffisamment intelligents pour comprendre les dangers qui les attendent. Beaucoup de vainqueurs de la GT Academy pensent que leur expérience virtuelle a été un atout au moment de leur arrivée dans le programme de développement. Il y a deux types de joueurs. Les puristes, ceux qui font la course comme ils voudraient qu'elle soit dans la véritable vie, donc sans contact. Et puis il y a ceux qui percutent absolument tout. Tous les garçons de la GT Academy sont des puristes. On pilote comme on le ferait dans la vraie vie. Donc il n'y a pas de grosse différence en passant de la course virtuelle à la réalité. Beaucoup de personnes pensent que les pilotes issus des jeux vidéo vont être dangereux en piste parce qu'ils n'ont pas peur, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas vous défaire du mécanisme d'autoprotection que nous avons tous au fond de nous. Et honnêtement, ça n'a jamais été un problème. Malgré les gros efforts des pilotes, ils connaissent tous, à un moment de leur carrière, un premier accident. Jusqu'à ce que ça arrive, on n'y pense pas. On ne se dit pas tous les jours « je vais avoir un accident ». On se dit toujours que ça va arriver à un autre. Honnêtement, on ne s'attend jamais à vivre un accident. Jamais. J'ai eu un gros accident avec des fractures. On n'est jamais préparé pour ça. Vous savez juste que cela peut arriver, c'est dans un coin de votre tête, mais vous n'y pensez pas. On ne peut jamais savoir comment on va réagir, mais je crois que le premier sentiment, c'est de la déception, car on pense forcément qu'on a laissé tomber les autres, surtout si vous vous sentez coupable. C'est difficile de ne pas ressentir ce genre de choses.
Mon premier accident, c'était dans une GT4 pour ma première course hors de Grande-Bretagne. C'est arrivé lors des essais et c'était encore pire parce qu'on n'a même pas fait la course. Mentalement, j'étais déçu de moi-même parce que mon coéquipier et moi n'avions même pas pris le départ. J'étais conscient de ce que pensait l'équipe, j'étais le petit nouveau, mais bon, ils m'ont rassuré en me disant que ça se passerait bien quand même. Ce genre de choses arrive en course, il faut simplement que ça n'arrive pas trop souvent. Je savais exactement ce qui s'était passé, je savais ce que j'aurais pu faire pour l'éviter. Si vous ne comprenez pas ce qui est arrivé, ça joue sur votre mental. Il faut simplement analyser, savoir ce qui a provoqué cela. Il faut en tirer les leçons et continuer à avancer. J'ai connu mon premier accident à Oulton Park. Les conditions étaient mauvaises et je suis sorti de la piste. C'était en tout début de course, donc il a fallu continuer et rester concentré sur le travail que je devais faire pour ramener la voiture jusqu'à l'arrivée et obtenir les signatures dont on avait besoin. La chose la plus importante que j'ai apprise ce jour-là, c'est de ne pas garder cela en tête. Ça arrive, c'est les sports mécaniques et ça fait partie du jeu. On est ici pour apprendre, donc on fait des erreurs. Il faut en retenir quelque chose pour ne pas les refaire. Matt a connu de petits incidents en piste. Quant à Romain, il a expérimenté un gros crash dès son premier week-end de course. Le premier week-end de Romain à Donington ne s'est pas passé comme prévu. La course était complètement folle. Il y avait des pilotes en tête à queue à chaque virage. On était là pour obtenir nos signatures et il fallait finir la course. Les autres pilotes, eux, ils se moquaient de passer la ligne d'arrivée. Deux voitures devant lui se sont touchées et elles sont parties en tête à queue avant de s'arrêter juste devant lui. Il n'a pas pu les éviter. Je n'ai pas pu l'éviter parce qu'il y en avait déjà une à l'intérieur du virage. Et avec l'expérience qui était la mienne à ce moment-là, je n'ai rien pu faire. Il a été choqué, et c'est normal. Premier week-end de course, et vous êtes impliqué dans un accident, mais ça a été très instructif pour lui. Ça l'a secoué. Il a réalisé que cela pouvait arriver. On s'arrange pour que tout le monde s'en sorte bien, et c'était le cas, mais ça l'a obligé à faire un effort intellectuel, à ne pas s'attarder là-dessus et à garder de la distance. Ça fait partie de la vie d'un pilote de reprendre le volant, et c'est ce qu'il a fait lors de la course suivante. Il aurait pu être secoué par l'accident, mais 2 heures plus tard, il était de retour au volant et il a obtenu les signatures qu'il était venu chercher. Il faut avoir un accident un jour. Pour moi, c'est fait. Maintenant, je fais en sorte que ça n'arrive plus. L'équipe RJN travaille auprès des pilotes pour les aider psychologiquement après un accident en piste. Après mon accident, je me sentais un peu coupable car c'était seulement ma 2e course. Ça a été dur psychologiquement. Une fois qu'on a pu se poser et réfléchir à ce qui s'était passé, on l'a dégagé de toute responsabilité, donc il a dû passer à autre chose pour avancer. Tout le monde m'a dit que ce n'était pas de ma faute, que je n'avais pas pu l'éviter, et ça m'a aidé. Romain s'est bien remis de son accident. Il a travaillé dessus avec Chris Gooder, qui est très bon pour la psychologie avec les pilotes. Je pense qu'il n'y repensera plus jamais. Il s'en souviendra, mais ça ne l'affectera pas en tant que pilote. Une des choses les plus importantes après un accident, c'est de laisser parler le pilote pour exprimer ses sentiments. C'est la première chose à faire. Beaucoup de pilotes prennent sur eux, ils refusent d'en parler à qui que ce soit, mais ça peut devenir déstabilisant. Si on leur donne la possibilité d'exprimer leurs émotions et qu'ils ont des difficultés à parler de cet accident, eh bien, ça peut les aider à s'en remettre. Ils commencent par s'exprimer et ensuite on travaille sur cette base. Et pour réduire les risques concernant les débutants, l'équipe prend beaucoup de précautions lors des entraînements et surtout des premières courses. Un circuit n'est jamais un endroit sûr, mais certains sont mieux faits que d'autres. Au Paul Ricard et même à Silverstone, il y a des grands dégagements, ce qui est plutôt bien pour les débutants. On connaît chaque virage de chaque circuit, quel qu'il soit. On essaye de tout prendre en compte et on ne demandera jamais à quelqu'un d'attaquer sur un circuit où les choses peuvent mal se passer. Le circuit de Silverstone, par exemple, on leur demande de nous montrer ce qu'ils savent faire là-bas, parce qu'il y a peu de chances qu'ils aient un gros accident, un tête à queue, éventuellement un bac à gravier. Et on ne fera pas la même chose à Oulton Park ou à Castlecombe. Sur ces circuits, on leur fixe des chronos avec 8 ou 9 dixièmes de marge, pas plus. Lors d'un accident, toute l'équipe est impactée.
Chaque accident met la pression sur l'équipe. Le moindre dégât coûte cher, mais surtout, une fois sur un circuit, tout le monde doit avoir du travail et les heures passées à réparer une voiture ne se rattrapent pas. Si vous ne réparez pas bien une auto, les choses peuvent empirer très rapidement. Si vous sortez de la piste à chaque course, ça vous coûte cher et vous perdez du temps à tout réparer. Si on est sur un circuit et que la voiture est réparable, on fait tout ce que l'on peut. Et on l'a prouvé à de multiples reprises. Quand on apprend que notre voiture est impliquée dans un accident, on a un plan d'action prévu à l'avance pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Tout est réparable. La question, c'est de savoir combien de temps cela prendra. La plupart du temps, on change des pare-chocs ou des ailerons. Quand c'est grave, que le châssis est tordu par exemple, ou que la boîte de vitesse est endommagée, on ne peut rien faire sur le circuit. Mais sinon, tout peut être réparé, normalement. Pour la sécurité des pilotes, la FIA impose des règles drastiques sur les autos de manière à réduire au maximum les risques de blessures en cas d'accident. Pour toutes les voitures et notamment les GT3 et les GT4, il y a des vérifications faites par la FIA concernant les renforts de l'habitacle. Parmi les modifications obligatoires pour être autorisé à rouler sur un circuit, il y a les extincteurs. Ils projettent leurs produits au pied du pilote, dans le compartiment moteur, autour des zones où il y a du carburant. Ils peuvent être déclenchés par des boutons situés dans et en dehors de la voiture. Et puis il y a un coupe-circuit électrique qui peut couper toute alimentation en cas de besoin. Le harnais de sécurité, lui, doit comprendre 5 ou 6 points de fixation aux épaules, à la ceinture et à l'entrejambe pour que le pilote soit parfaitement maintenu. On fait de nombreuses vérifications avant une épreuve. Les ceintures ont des numéros de référence et les sièges aussi. Lors des vérifications, tous ces éléments sont vérifiés pour qu'on soit sûr qu'ils ne dépassent pas leur durée de vie. Le progrès le plus récent en matière de sécurité, c'est le HANS. Grâce à lui, on a réduit les blessures, c'est très efficace. Et chez nous, personne ne roule sans ce dispositif. C'est fantastique. Les pilotes portent également des vêtements référencés pour leur sécurité. On a des combinaisons, des chaussettes, des chaussures, des cagoules anti-feu, des casques en fibre de carbone pour résister aux gros chocs. Il y a beaucoup d'équipements sur nous et autour de nous dans la voiture pour nous protéger. Les blessures, je n'y pense pas vraiment. Toute mon attention, tous mes efforts et mon énergie se concentrent sur le fait de devenir le meilleur pilote possible. Mais il n'y a pas de sécurité à 100% et ce ne sera jamais le cas. La semaine prochaine, nous verrons comment l'équipe RJN se prépare pour la première course de 24 heures de ses apprentis pilotes. À la semaine prochaine sur Eurosport.